Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel demandé par les dirigeants africains réunis en Tanzanie pour faire face à la crise en République démocratique du Congo et de l'attaque des rebelles du M23 dans l'est du pays. Une réunion des chefs militaires est attendue dans un délai de 5 jours. Nous irons sur place dans ce journal. L'Afrique du Sud vent debout contre le nouveau décret signé par le président américain. Donald Trump reproche à Pretoria ses liens avec l'Iran au sein des BRICS, sa position pro-palestinienne, mais aussi l'oppression, celui des fermiers blancs qui seraient victimes. Nous irons sur place dans cette édition. Et ce soir, on reçoit une star venue d'Afrique, un des pionniers de l'intelligence artificielle. Moustapha Cissé est un mathématicien sénégalais formé en France, qui a travaillé aux États-Unis et qui a fait le choix de rentrer en Afrique. Fondateur et directeur du premier laboratoire de Google en intelligence artificielle en Afrique jusqu'en 2023, avant qu'il ne fonde sa propre entreprise Kera et ambitionne d'améliorer la santé des millions d'Africains. Nous avons la chance de l'avoir avec nous dans le JTA, profitant de sa participation au sommet mondial de l'intelligence artificielle qui s'ouvre ce lundi à Paris. On ouvre ce journal par l'autre sommet dédié au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo qui s'est tenu en Tanzanie. Les dirigeants des pays d'Afrique australe et de l'Est ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Les pays membres de l'EAC annoncent une réunion sous 5 jours de leurs chefs militaires pour instaurer ce cessez-le-feu en RDC. On écoute la secrétaire générale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le sommet conjoint a ordonné aux chefs des forces de défense de l'EAC et de la SADC de se réunir dans les 5 jours et de fournir des directives techniques sur un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et la cessation des hostilités. Bastien Renouille, notre correspondant régional, a suivi cette conférence pour nous. Compte rendu. C'est la toute première fois que les présidents de la communauté est-africaine et de la communauté de développement de l'Afrique australe se réunissaient tous ensemble. Ils étaient 8 physiquement présents à Dar es Salaam. Un 9e, Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, était en visioconférence depuis Kinshasa. Alors, il n'y a pas eu d'avancée concrète sur le terrain, mais des efforts diplomatiques. Tout d'abord, il y a cet appel à trouver des solutions pour engager le retrait des troupes étrangères non invitées sur le territoire de la République démocratique du Congo. Concrètement, cela signifie que les États de l'EAC et de la SADC invitent les troupes rwandaises à se retirer sans pour autant les nommer. Ensuite, les chefs d'état-major des différentes armées de l'EAC et de la SADC doivent se réunir au cours des 5 prochains jours pour trouver des solutions afin de mettre en place un cessez-le-feu. Il est extrêmement urgent, selon tous ces présidents, chefs d'État, de trouver une solution pour apporter un cessez-le-feu et pour que la nourriture et l'aide humanitaire arrivent dans les zones contrôlées par le M23. Ils appellent notamment à la réouverture de l'aéroport de Goma ou encore à la réouverture de la route reliant Goma à Bukavu. Et enfin, les présidents de ces 2 communautés africaines appellent également à ce que les processus de Nairobi et de Luanda se regroupent pour ne faire plus qu'un. Ces processus qui, il faut le rappeler, visaient d'un côté à faire négocier directement le gouvernement congolais avec les groupes rebelles de l'Est de la RDC et de l'autre côté à faire discuter directement le gouvernement de la RDC avec le gouvernement rwandais. Pour que ces processus soient efficaces, les présidents pensent qu'ils doivent fusionner. Donald Trump a signé hier un décret pour supprimer l'aide américaine à l'Afrique du Sud. Il reproche à Pretoria ses liens avec l'Iran au sein des BRICS, sa position pro-palestinienne et affirme qu'une minorité de fermiers blancs est opprimée sous le régime de l'ANC. Il annonce même qu'il va leur donner le statut de réfugiés, une décision et des propos qui surprennent. Les précisions de notre correspondante Caroline Dumais. En Afrique du Sud, c'est la consternation. Consternation déjà du côté des victimes de cette décision. La suppression de 400 millions de dollars d'aide américaine affecte surtout le budget de la santé, des politiques de lutte contre le sida. Mais consternation aussi en raison du manque de fondement de cette décision. Les autorités de Pretoria ont bien évidemment fait savoir qu'aucun fermier blanc n'avait été évincé de force. Il y a une politique de redistribution des terres spoliées sous l'apartheid, mais les fermiers à qui on prend entre guillemets les terres, en fait, revendent leurs terres à l'État à un prix juste, prix posé en accord avec l'État.
Alors, cette politique a été très lente et très chère, et c'est pour cela qu'il y a une nouvelle loi aujourd'hui. Mais les expropriations sans compensation ne se feront que dans des cas extrêmes. Alors, bien sûr, depuis plusieurs années, certains milieux minoritaires afrikaners sont très proches des milieux de Donald Trump et se plaignent notamment des attaques dans les fermes. Les fermiers blancs, isolés, âgés, sont souvent les cibles de la criminalité en Afrique du Sud, mais rien n'a prouvé que ces meurtres étaient politiques. En tout cas, ce soir, l'Afrique du Sud parle d'une seule voix parce que même le groupe AfriForum, qui fait partie du gouvernement d'unité nationale, a déclaré qu'il n'avait pas demandé ces sanctions et que surtout les fermiers n'iraient pas se réfugier aux États-Unis car le sort des fermiers afrikaners sud-africains est bien en fait lié au futur de l'Afrique du Sud. Le football congolais traverse une crise. La Fédération internationale de football a suspendu la fédération congolaise jusqu'à nouvel ordre pour ingérence gouvernementale, privant ainsi les équipes à participer aux compétitions internationales. Une décision radicale qui divise et fragilise davantage le football national. Un reportage de Vivas Mabouaouna. C'est un coup de tonnerre dans le milieu du football congolais. Le Congo ne pourra plus participer aux compétitions internationales jusqu'à nouvel ordre. Cela fait suite à la décision de la FIFA qui estime que l'installation d'un comité ad hoc par le ministère des Sports en septembre dernier constitue une violation de ses statuts. Pour nous, c'était prévisible parce qu'on a senti le jusqu'au-boutisme de cette commission ad hoc qui voulait faire partir l'équipe de Guy Blaise Mayolas au mépris des textes qui régissent la Fédération congolaise de football. Mais pour certains acteurs du football congolais, la crise actuelle dépasse la simple question de l'ingérence politique. Ils pointent un autre responsable, le président de la FECOFOOT, pour sa gestion de la fédération. C'est nous les dirigeants qui ont demandé à ce qu'on puisse s'asseoir et discuter. Et c'est ce que le président Mayolas n'a pas voulu. Et nous les dirigeants, on a décidé de mettre une commission ad hoc qui va nous diriger jusqu'à ce que la FIFA va mettre une comité de normalisation. Donc l'ingérence ou bien ce qu'on entend, tout ça, ça n'a rien à voir. C'est nous qui faisons le football. Donc que le président Mayolas démissionne et les choses vont reprendre. La FIFA conditionne la levée de la suspension à la réhabilitation de toutes les prérogatives de la FECOFOOT. Vivas Mabouaouna, merci à lui. On passe au Kenya où les drames et les violences faites aux femmes ont défrayé la chronique récemment. Une jeune femme a été brutalement assassinée et démembrée dans un appartement de location à une coureuse olympique brûlée vive par son ex-compagnon, un fléau qui pousse beaucoup de jeunes femmes à se préparer à l'autodéfense. Clémence Valère. Depuis 25 ans, des femmes du quartier de Korogocho à Nairobi apprennent des techniques d'autodéfense. À l'origine de ces cours, un couple américain qui a décidé de travailler avec des populations locales après une série de viols et de meurtres de plusieurs femmes dans la région. Aujourd'hui, les Kukujukinge, grand-mère en swahili, continuent de s'entraîner et espèrent que d'autres suivront leur exemple. Elles doivent avoir la volonté de le faire parce que c'est à vous de venir et d'interagir avec les autres femmes. Ça nous fait vraiment peur de voir une jeune femme et de jeunes enfants se faire tuer. Ce n'est pas une bonne chose. Korogocho est un quartier où le taux de criminalité est élevé. Marie Wanaina, 93 ans, raconte que les compétences qu'elle a acquises lui ont permis de repousser un agresseur il y a quelques années. J'ai attrapé ses parties intimes de toutes mes forces. Je les ai tordues et il a commencé à crier. Quand les gens sont arrivés, ils l'ont vu comme il était et ont commencé à le battre. Le Kenya a enregistré, selon certaines statistiques, plus de 7000 cas de violences sexuelles et sexistes depuis septembre 2023. Entre août et décembre de l'année dernière, 100 femmes ont été assassinées par des hommes qu'elles connaissaient, y compris la coureuse olympique Rebecca Cheptegei. Son ex-petite amie l'a aspergée d'essence avant de la brûler vive. Selon sa famille, elle avait signalé des abus à la police au moins 3 fois dans la même année. Une situation qui a poussé le gouvernement kényan à créer un groupe de travail présidentiel qui formulera des recommandations pour lutter contre les féminicides d'ici la fin du mois de février. On passe à notre focus de ce samedi soir qui s'intéresse à l'intelligence
intelligence artificielle à l'occasion du sommet mondial qui se tient à Paris sur cette thématique et qui occupe toutes les conversations. Ce soir, nous avons la chance d'avoir l'un des pionniers de cette nouvelle technologie. Moustapha Cissé est un mathématicien sénégalais qui a fait ses études en France avant de travailler aux États-Unis pour Facebook, puis Google. Il a été fondateur et directeur du premier laboratoire de recherche en intelligence artificielle en Afrique jusqu'en 2023 du fameux moteur de recherche. Professeur d'intelligence artificielle à l'Institut africain des sciences mathématiques, AIMS, fondateur et directeur du premier programme de master en intelligence artificielle en Afrique, avant de fonder sa propre structure Kera, avec laquelle il ambitionne de changer le quotidien de millions d'Africains. Moustapha Cissé, merci et bienvenue dans votre Journal de l'Afrique. Merci beaucoup Fatimata. Vous êtes un mathématicien de formation. Expliquez-nous d'abord ce qui vous a conduit vers l'intelligence artificielle. Alors, ce qui m'a conduit vers l'intelligence artificielle, c'est ce qui a conduit bon nombre de mes collègues aujourd'hui, qui viennent de disciplines diverses, que ce soit la physique, l'informatique, les mathématiques. Parce qu'il faut savoir que c'est un champ technologique qui est très divers par la nature des personnes qui contribuent. Donc, on y retrouve des personnes avec des backgrounds, donc des expériences et des expertises très différentes. En France, vous avez une école de mathématiques et une tradition de mathématiques très ancienne qui fait que la plupart des acteurs de l'intelligence artificielle en France sont à l'origine des mathématiciens, en tout cas ils viennent de parcours mathématiques. Donc c'est le cas dans certains pays, dans d'autres c'est traditionnellement des physiciens, etc. Mais toutes ces expertises mises ensemble donnent aujourd'hui l'essor qu'on voit dans Mais qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans l'intelligence artificielle? Alors, vous auriez pu faire autre chose? Oui. Alors, moi, mes premiers amours se trouvent dans les maths et la physique, effectivement. Ce qui m'a particulièrement intéressé, c'était au début l'algorithmique, mais en particulier le fait de pouvoir créer des algorithmes qui apprennent à partir de l'expérience, donc qui apprennent à partir des données. Ouais. Pour faire cela, des outils mathématiques, les statistiques, la probabilité, etc. sont extrêmement utiles. C'est comme ça que je me suis faire apprendre aux machines, quoi, en fait. Ce qui vous amène à Paris cette semaine, c'est ce sommet mondial de l'intelligence artificielle où les géants, on les a vus, Google, Facebook, enfin Meta et autres, se battent pour le contrôle de cette nouvelle technologie. La France, d'ailleurs, a un enjeu particulier. Mais quels sont les enjeux africains ? Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, les grandes entreprises, comme les géants, comme vous les appelez, monopolisent un peu l'attention. Les États sont aussi partie prenante de ce dialogue parce qu'il y a des enjeux de souveraineté pour les différents pays, que ce soit en Amérique ou bien en Europe ou même en Asie. La vérité, c'est que c'est une question qui est importante pour tous les pays du monde et il faut que toutes les nations, qu'elles soient en Afrique ou en Europe, s'en saisissent. Ce qui est important pour l'Afrique, c'est que cette technologie ne soit pas une technologie pour laquelle on ne sera que consommateur. Il faut qu'on contribue à la création de la technologie et qu'on l'utilise pour résoudre des problèmes qui nous sont propres et qui sont les plus importants dans nos pays. Et pour que ça soit le cas, il faut qu'on les voit au chapitre, donc dans des discussions comme ce qui se passe au sommet mondial qui nous amène aujourd'hui à Paris. Finalement, je vous entends aussi, et dans les travaux et dans ce que vous avez fait, finalement, l'intelligence artificielle peut être même une chance pour le continent africain. La preuve, votre structure que vous avez créée, Kera, a suscité énormément d'attention. Vous êtes 40 personnes, 17 nationalités, vous m'avez dit. C'est la preuve, finalement, qu'on peut ramener des gens sur le continent sur ce sujet-là, c'est ça ? Absolument. Nous pensons, notre conviction est faite que la technologie ne peut pas être détachée de l'environnement dans lequel elle est créée. Nous créons des technologies à base d'intelligence artificielle pour résoudre un des problèmes les plus importants que nous avons en Afrique, en particulier au Sénégal, qui est celui de la santé. Je dis tout le temps que nous avons un peu moins de 10 médecins pour 100 000 habitants. Pour améliorer ce ratio, il faudrait faire en sorte que la population de soignants croît plus vite que la population elle-même, ce qui est impossible étant donné les statistiques actuelles. Donc les seuls moyens, c'est d'utiliser la technologie pour augmenter les soignants et faire en sorte qu'ils aient les outils nécessaires pour améliorer l'accès. Eh bien, venons-en au fait, cette application que vous avez créée avec votre structure Kera pour répondre précisément à ce défi de la santé de la population qui croît énormément, beaucoup plus vite que le nombre de praticiens.
Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors, nous avons Soura. créé une plateforme aujourd'hui, au sein de Kera, nous avons créé une plateforme qui s'appelle Soura, qui permet d'améliorer l'accessibilité à des soins de santé sous forme d'une couverture santé. Donc aujourd'hui, n'importe quelle personne qui souscrit à nos services peut directement, à partir de son téléphone, avoir accès à une couverture santé qui lui permet, sans papier, d'aller dans n'importe quelle structure de santé du pays et de recevoir les soins dont ils ont besoin. C'est extrêmement important parce que jusqu'à présent, c'est un milieu qui est géré par des acteurs classiques où vous pouvez vous rendre dans des structures qui sont dans les réseaux de ces acteurs, ce qui est très limité. Lorsque vous sortez de Dakar ou de Thiès, l'accès est quasi inexistant. Donc aujourd'hui, sur la quasi-totalité du Sénégal, nous permettons aux gens d'avoir accès à des soins de santé. Et plus le nombre de personnes utilisant cette plateforme augmente, plus les coûts qui permettent cet accès-là vont baisser. Donc nous sommes en pleine croissance et nous sommes contents de pouvoir réaliser tout ce travail-là avec des ingénieurs, des chercheurs du monde entier. Vous l'avez dit tout à l'heure, on est une quarantaine de personnes, mais de 17 nationalités différentes. Nous avons aujourd'hui des Européens, des Africains qui viennent de partout pour travailler à Dakar sur notre plateforme et pour rendre la santé plus accessible. On a entendu donc cette application, c'est un service qui est payant. Derrière, il y a des vrais médecins, c'est-à-dire qu'en fait, l'intelligence artificielle a travaillé. Vous m'avez expliqué, essayez de nous expliquer. Alors, on va expliquer au grand public. Ça veut dire que le modèle mathématique derrière a intégré des données qu'on ne voit même pas ailleurs, finalement. Alors, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de rapprocher ceux qui ont besoin des soins avec ceux qui les donnent. Nous ne donnons pas les soins, mais nous rendons cet accès possible. Et par conséquent, nous améliorons l'inclusion pour tout ce qui concerne la santé. De la même façon qu'il y a 10 ans, toutes les applications de mobile money ont amélioré l'inclusion financière. Absolument. Aujourd'hui, si vous voulez une couverture de santé et que vous viviez à Kédougou, par exemple, il vous est impossible d'avoir une couverture de santé pour la simple raison que les réseaux des structures de couverture de santé ne sont pas étendues jusqu'à cette zone. Nous couvrons l'ensemble du territoire national et ce qui nous permet de le faire aujourd'hui, c'est l'inclusion de tous des algorithmes d'intelligence artificielle, de la carte sanitaire du Sénégal. Et ça améliore l'accessibilité, mais ça permet aussi de baisser les coûts. Oui. Et peut-être que le futur, c'est quoi? C'est toute l'Afrique? Alors, notre ambition, c'est d'abord, nous sommes au Sénégal aujourd'hui, bien entendu. Nous sommes en pleine croissance. Notre ambition est de croître, bien entendu, en Afrique de l'Ouest et pourquoi pas partout en Afrique. Mais le plus important, c'est de comprendre que lorsque des technologies comme ça sont conçues pour ce qu'on appelle le bas de la pyramide, elles peuvent être exportées partout dans le monde. Elles peuvent même, demain, être exportées en Europe parce que les besoins existent aussi ici en Europe. Bien sûr. L'inverse n'est pas nécessairement vrai. C'est sûr. Merci beaucoup, Moustapha Cissé, d'être venu. Merci. C'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et en particulier ce soir de Dakar à Menlo Park en Californie, en passant par Paris. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.